Je me suis jamais aussi senti en danger que sur la montagne. Le Vendée Globe, c'est le plus dur, clairement, il n'y a pas photo. En revanche, ouais, la notion de danger, moi, je la trouve beaucoup plus importante dans la montagne. L'Everest des mers reste quand même l'épreuve la plus dure. Le corps, il s'acclimate. Katmandou, c'est à 1400 mètres d'altitude environ. On arrive, on prend l'avion pour aller à Lukla. C'est vraiment le point de départ du trek vers le camp de base. Donc là, c'est 8 jours de trek où on démarre l'acclimatation. On démarre à 2300 mètres de mémoire, Lukla, et on va au camp de base qui est à 5004. Donc c'est au-dessus du Mont Blanc, hein. C'est déjà pas mal haut. Et sur ces 8 jours, tous les jours, on fait entre 500 et 700 mètres de dénivelé, avec 2 jours où on appelle ça des journées d'acclimatation. On monte plus haut et on redescend et on dort 2 nuits à la même altitude. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. Moi, je connaissais pas l'Asie, donc pas le Népal non plus, forcément. Et du coup, une découverte du peuple. On est allé dans des écoles, on est allé un peu montrer comment ça se passait dans les écoles en France. Enfin, on a vraiment eu un moment de partage avec les Népalais avant d'arriver au camp de base. Et ensuite, au camp de base, on a fait plusieurs ascensions d'acclimatation. Donc on a fait le Lobuche Peak, un sommet qui est à 6100. On est allé jouer sur le Kalapatar qui fait 5004. Le camp de base avancé du Pumori, qui est une autre montagne qui fait 7000, et le camp de base il doit être autour des 5700. Et tout ça, ça s'est passé sur les 3 semaines avant de commencer à aller toucher l'Everest et aller jouer sur les différents camps avancés de l'ascension de l'Everest. Quel est le sentiment qui domine chez toi à ce moment-là? C'est l'excitation, c'est l'appréhension? Tu m'avais dit que tu étais plus à l'aise finalement au milieu de nulle part sur ton bateau à ce moment-là que dans les montagnes parce que tu avais l'impression d'avoir plus le contrôle de la situation. Là, tu es dans la découverte. Ouais, sur le début du trek, je me sentais vraiment super bien, super en forme, super préparé. Et plus ça avançait, notamment au camp de base, on commence à sentir son corps qui est en lutte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc rien que pour aller aux toilettes, on est essoufflé. Dès qu'on bouge au camp de base, on est essoufflé. Et là où il y a des choses qui se sont passées que je n'avais pas imaginées, c'est que pendant que notre corps lutte, c'est qu'il est en train de produire des globules rouges. Et on est hyper sensible à tout ce qui se passe, au froid et tout ça. Et donc on va commencer à vivre malade, comme si on avait une bronche permanente. On se mouche, on a un rhume. Et je me suis dit qu'une fois que tu étais acclimaté, tu n'avais plus ces sensations-là et que tu allais revenir à 100%. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que tu pars à 100 et tu vas faire que te dégrader. Et au moment où tu vas devoir tenter l'ascension de l'Everest, tu ne seras pas du tout à 100%, tu seras peut-être à 70%, quoi. Et ça, c'était assez dur à vivre, parce que dans la longueur, tu es tout le temps en lutte et tu es un peu malade, quoi, en permanence, quoi. Ouais, et puis en plus, là, il y a un jeu mental qui s'installe où on se dit le plus gros de l'effort, je vais l'attaquer quand je ne serai pas du tout à mon pic de forme. Ben ouais, c'est ça. En fait, si on fait une courbe, c'est la courbe d'acclimatation qui fait que d'augmenter, donc ce qui est bien, parce que du coup, on est en capacité à capter de l'oxygène. Et puis, la courbe de forme qui, elle fait que de descendre, quoi. Donc, on se dit qu'au moment où les deux se croisent, on espère qu'il y a un créneau météo, parce que ensuite, on sera vraiment dégradé, quoi, au niveau du corps, quoi. Donc au bout d'un moment, vous décidez de vous lancer dans cette ascension qui prend 5 jours, 5-6 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est 3 jours d'ascension et 2 jours de descente, avec une grosse journée et demie entre le camp 3, sommet, et on redescend au camp 2, qui est quand même assez intense. C'est environ 28 jours, 28 heures pardon, de marche. Il y avait beaucoup de gens, y compris dans cette ascension. Finalement, ça joue des coudes presque Ouais, ça joue des coudes. Alors, il faut être assez malin et il faut être en condition physique pour réussir à être malin. C'est-à-dire que il faut marcher un peu plus vite, partir plus tôt ou plus tard. On décale un peu les horaires, quoi. Mais oui, on peut se retrouver avec plusieurs personnes à doubler
et à faire un peu la queue, quoi. L'envie d'aller au sommet était là. Je ne mettais pas un point d'honneur absolu à vouloir atteindre ce sommet. En revanche, c'est quand même quelque chose que j'ai dans la tête depuis 2017. Je me suis senti bien tout le long de cette dernière partie d'ascension. Ça a été assez dur sur camp de base, camp 2, camp 3, où physiquement je me sentais vraiment un peu diminué. Et puis à partir du camp 3, peut-être de voir les autres lâcher le morceau, ça m'a encore renforcé un peu plus physiquement. Et puis, c'était l'accomplissement d'un projet de longue date. Donc, je ne me voyais pas lâcher. J'avais juste peur d'un truc, c'est que cette envie dépasse la raison et que physiquement, je n'arrive pas à capter des signaux de mon corps comme quoi il fallait arrêter, parce que je voyais quand même beaucoup qui s'arrêtaient un par un, pas que dans notre expé, mais aussi d'autres. Et pour essayer de rester lucide, je me suis surpris à réciter le code Wi-Fi du camp de base. Un truc qui, normalement, tu vois, je ne suis pas censé le connaître forcément par cœur. Et je me dis, si je connais encore le code Wi-Fi du camp de base au sommet de l'Everest, c'est que je suis resté lucide tout le long, quoi. C'est beaucoup de choses qui se passent dans la tête où, du coup, on est un peu en doute et à voir les autres pas y arriver, abandonner, geler certains, on est vraiment en doute sur soi-même, quoi. Comment tu comparerais ces sensations avec ce que tu peux ressentir justement sur une course que tu as déjà fait comme le Vendée où le sommet vient à manquer, où il y a aussi peut-être cette séparation entre les sensations physiques et le cerveau qui se fait. T'as retrouvé des choses ou finalement c'était complètement différent? Non, c'était différent. Je me suis jamais aussi senti en danger que sur la montagne. Sur le Vendée, il s'est passé plein de péripéties, le bateau qui se couche, le mât qui touche l'eau. J'ai eu des peurs de casser et donc de ne pas finir la course, parce que l'objectif, c'est quand même de finir. Mais j'ai jamais eu peur pour moi, en fait, à aucun moment. Je me suis toujours dit que de toute façon, si on cassait la quille, le mât, à partir du moment où on était dans la boîte, tout allait bien, quoi. Là, la boîte, il n'y en a pas. La tente, au plus proche, elle est au camp 4, donc il faut redescendre. Et c'est nous, en fait, la machine. Et c'est notre corps qui prend en premier, quoi. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me dis, là, quand même, c'est chaud, quoi. Et le Vendée Globe, c'est le plus dur, clairement. Il n'y a pas photo. En revanche, la notion de danger, moi, je la trouve beaucoup plus importante dans la montagne. Et le fait justement d'être en équipe, soit en Everest et tout seul sur le Vendée, ça, tu as ressenti comment cette différence, tu vois, d'être accompagné par les Sherpas sur l'Everest et le Vendée, tu es tout seul livré à toi-même quand tu as les merdes et tout ça? Ben, c'est une vraie course en équipage, quoi. C'est-à-dire, en fait, tu as le côté humain qui peut être difficile, hein, clairement, parce qu'il faut partager. Tu es longtemps, c'est 43 jours d'expédition, longtemps avec les mêmes personnes. C'est plus simple pour gérer des galères, pas forcément plus simple pour prendre des décisions, parce que ça peut ouvrir des débats. Et c'est pas une course, donc ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que on a le temps normalement de faire les choses. Après, peut-être ce que j'ai trouvé le plus dur dans cette ascension, c'est le fait de rester longtemps au camp de base, et donc longtemps la vie en communauté, d'avoir cette sensation de tout le temps être malade, et donc de ne pas être très bien et de devoir partager, et des fois tu n'as pas envie. Et ouais, c'est comme une vraie course en équipage, quoi. Est-ce que tu as pensé abandonner dans les derniers mètres ou avant d'ailleurs, ou à cause du danger, à cause de quoi que ce soit d'autre? Non, clairement, là où j'ai le plus identifié le danger, c'est sur le retour. Donc l'ascension, elle s'est vraiment faite assez naturellement. L'avantage de l'Everest, c'est qu'on voit plein de petits sommets et c'est plein de petites victoires. On ne voit pas tout de suite l'objectif. Et la quête, c'est vraiment d'aller voir
ce sommet. Pas forcément de le toucher dans un premier temps, mais déjà de l'apercevoir pour se dire, bah, ça y est, c'est le dernier tronçon. Et j'ai vraiment pris plaisir à me dire, bon bah tiens, on regarde là-haut, ok, on y va. Et après, je ne regardais plus ce premier objectif. Et une fois que j'y étais, je regardais à nouveau, hop, encore un autre. Et je faisais des pauses sans en avoir besoin, ce qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire que, en fait, tu marches, tu t'arrêtes, tout va bien, tu continues. Et à aucun moment, je me suis dit, là, ça devient trop dur, je vais abandonner, quoi. Tu peux nous parler de ces derniers mètres et d'arriver au sommet? Tu es resté combien de temps en haut et quelles ont été un petit peu tes émotions là? C'est assez fort, surtout là où c'était plus fort pour moi, c'est d'apercevoir ce sommet de loin et de me dire waouh, je suis sur le toit de l'univers. Et là, je me suis mis à regarder les étoiles en fait, parce qu'il y avait une belle nuit étoilée. Et je me suis dit que je les verrais plus jamais d'aussi proches. Et puis après, il y avait énormément de vent. Donc on avait entre 50 et 60 km/h de vent. Là-haut, c'est beaucoup. Il faisait très très froid. C'était chouette d'y être avec le Sherpa, qui était le chef Sherpa qui nous avait accompagnés depuis Lukla, donc sur tout le trek, toute l'acclimatation. J'avais fait le Lobo de Chepik avec lui aussi. On avait vraiment créé un lien et c'était chouette de pouvoir se retrouver au sommet de l'Everest avec lui. Ça aurait pu être avec un autre. Et du coup, on a pris quelques photos. Il faisait tellement froid que mon téléphone il n'a pas tenu, donc on n'a pas pris beaucoup de photos. Et on est surtout vite redescendu. On est arrivé à 3h48, donc il faisait nuit, on ne voyait rien. Donc ça, c'est le petit moins, on va dire, d'être parti trop tôt. Et sur la redescente, là, le jour a commencé à se lever et on a commencé à voir tous les alentours se dégager. Et là, c'était juste incroyable, quoi. C'est vraiment très très haut l'Everest. En fait, quand on est en bas, on a du mal à voir cette montagne, on a du mal à voir l'Everest. Elle est cachée un peu par d'autres. Et les autres, ce sont des géants aussi, hein. C'est des 8500 mètres, des 8000, des 7000. Et là-haut, tout est petit, quoi. C'est fou. Quand on est au Mont Blanc, on voit encore des montagnes qui dépassent ou qui sont à peu près à proximité. Mais là, il n'y a rien, quoi. C'est plus grand, quoi. Est-ce qu'on peut comparer aussi, je reviens un petit peu sur la comparaison, mais quand tu es sur le toit du monde comme ça, à 3h40 en pleine nuit et ciel étoilé, à des émotions que tu as pu ressentir sur un Vendée, dans les mers du Sud, à 1000 km de tout le monde, ou c'est très différent? Ouais. Alors, dans les mers du Sud, tu as cette espèce d'immensité infinie où il n'y a rien, tu sais qu'il n'y a rien, et en plus, tu vois rien. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes vers le sud, vers l'Antarctique, tu vois une espèce de lueur permanente, puisqu'on est proche du pôle, donc les rayons du soleil continuent d'éclairer. Et donc, il ne fait jamais vraiment nuit. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. C'est en haut de l'Everest, c'est pareil, tu vois des lueurs au loin. À 3h40, tu es à un peu moins d'une heure du lever du jour, mais tu vois déjà de la lumière. Et ouais, ça peut se comparer. Et puis, une fois que le jour s'est levé, c'est une immensité infinie, quoi. On a une vue à perte, quoi. Avant de partir, il y avait tout l'aspect technique sur lequel tu étais peut-être un peu moins savant que dans la voile. Au niveau de la difficulté de l'ascension, est-ce que tu as retrouvé cette exigence technique ou finalement c'était surtout un défi physique? Ouais, je pense que ça a plus été un défi mental que physique. On marche peu en distance sur l'Everest, en fait. On fait, je crois que l'ascension, ça va être 6 km. Après, il y a un gros dénive, hein, mais c'est pas grand-chose. Il faut plus se botter les fesses mentalement que physiquement. En termes de technicité, j'ai absolument rien appris. On a fait beaucoup plus complexe dans la préparation avec Guillaume dans les Alpes que ce qu'il y a en termes de technicité. C'est pas une montagne dure en soi en termes d'alpinisme. En revanche, c'est une montagne auquel il faut absolument se préparer pour pouvoir monter en haut de cet Everest. C'est important parce que là-haut, tout devient compliqué et si on n'a pas des automatismes, tout devient dangereux en fait. On est tellement haut que c'est dangereux. C'est dangereux pour nous,
Mais c'est aussi dangereux pour les gens qui nous accompagnent, les Sherpas. Il y a des gens qui pensent que puisqu'il y a des Sherpas, les Sherpas vont m'emmener là-haut. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des manières de gravir une montagne. Et surtout, ce n'est pas du tout la manière la plus sécure, quoi. Tu as maintenant à ton actif deux des exploits d'aventure les plus célèbres, le Vendée Globe, un tour du monde en solitaire à la voile et cette ascension du toit du monde. Comment tu vois ces deux défis? Est-ce que toi, à titre personnel, tu les vois comme des conquêtes similaires ou alors ça a été deux expériences très différentes? Qu'est-ce que tu peux en dire? Comment tu les comparerais? Ben, oui, c'est des expériences très très différentes. Le gros point commun, c'est le temps. Parce que 82 jours pour faire un tour du monde à la voile et 43 jours pour gravir le sommet de l'Everest. On ne peut pas gravir le sommet de l'Everest en 5 jours seulement. La partie finale, entre les 3 jours montée et 2 jours de descente, il faut passer beaucoup de temps pour s'acclimater. Et c'est ce point commun qui est à vivre quand même avec peu de confort, beaucoup moins dans le bateau, mais peu de confort quand même au camp de base, dans une tente, au froid, il fait moins 20 degrés au camp de base, on est dans un duvet chaud, mais bon, on vit tout le temps dehors. C'est la vie de camping dans les deux cas pendant beaucoup de jours. Et après, ce sont des choses différentes dans le sens où l'effort, la grosse intensité d'effort sur l'ascension de l'Everest, elle dure 5 jours. Elle dure 82 pour le Vendée Globe. C'est un peu comme si on avait gravi plusieurs fois l'Everest sur ces 82 jours, le Vendée Globe. Voilà, comme ça que je peux les comparer. Quand on voit le côté un peu l'Everest, on voit le monde et tout ça, toi c'est quelque chose qui t'a fait peur au niveau danger, tu t'es dit je vais peut-être pas pouvoir aller en haut parce qu'il y a trop de monde, ou on voit la queue, ça fait quand même... Ouais. Écoute, clairement ça a fait partie intégrante de notre manière de voir l'ascension et à quel moment on allait gravir la montagne par rapport entre la météo et les gens. C'est vraiment un truc qu'on a pris au sérieux. Et en partant au camp 4, quand on a vu les gens qui commençaient à partir, ça nous a obligés à partir un peu avant ce qu'on avait prévu. Et ensuite, on a fait une ascension très rapide, donc on a doublé ces gens. Nous, on n'a pas du tout été gênés, mais j'ai croisé à Katmandou, à l'aéroport, un Indien qui manifestement avait les pieds gelés puisqu'il était en tongs. Et du coup, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit j'ai gravi l'Everest. Ah ouais, ok, mais t'es parti quand? La nuit du 17 au 18. Ah ok, nous aussi, on est parti à 19h40. T'es parti à quelle heure toi? À 20h. Ah ok, mais t'es arrivé à quelle heure au sommet? Il est arrivé à midi quand on est arrivé à 4h, quoi. Donc lui, il a passé 8 heures de plus dans la montagne parce que y avait du monde, quoi. Et il y avait du monde, donc il faisait froid et il s'est gelé les pieds et puis du coup il va perdre des doigts de pied, quoi. Et c'est ça qui est un peu dingue, c'est que du coup il y a très peu de temps pour monter l'Everest. À peu près, normalement c'est 1 mois en gros le créneau possible, et ensuite il faut attendre les créneaux météo. Sur la période où on y était, il y a eu 4 jours, donc 4 journées de sommet possibles, quoi. Et il y avait, il y avait 460 permis, plus tous les Sherpas, quoi. Donc c'est quasiment 1000 grimpeurs à passer, quoi, sur une courte période, donc c'est pour ça que ça bouge, quoi. Ouais, Est-ce qu'en haut, tu avais une déchetterie, quelque chose comme ça, ou pas du tout? Des bouteilles d'oxygène laissées, des matériels? Non, alors ça, c'est quand même hyper bien régulé. Le camp de base, par exemple, avant de trouver un papier, c'est quelqu'un qui l'a perdu de sa poche sans faire exprès et quelqu'un va le ramasser derrière. Ça, c'est quand même hyper bien régulé. Pour les déchets, tout est redescendu à l'eau bouchée. Pareil pour les toilettes, c'est des espèces de cuves de 200 litres qui sont portées par les yaks pour être mis dans des fosses et utilisées comme engrais. Après, les seuls déchets qu'on arrive à voir, notamment au camp 4, qui est un camp qui est difficile d'accès, c'est quand les tentes sont installées et que d'un seul, il se met à avoir un gros coup de vent, que les tentes s'arrachent et restent bloquées dans la glace.
Ça, c'est des déchets qui sont hyper durs à récupérer parce qu'il faut aller casser la glace. Casser la glace à 8000 mètres, c'est compliqué. Et surtout, le gouvernement fait énormément d'efforts pour dépolluer les sites. Alors, pas tous les ans, mais tous les 3 ans. Par exemple, là, ils ont dépollué le Makalu l'année dernière, où ils vont au camp de base et ils enlèvent ces fameux déchets compliqués à enlever grâce à des Sherpas, quoi. Et dernière question pour moi. On dit que le Vendée Globe, c'est l'Everest des mers. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est une bonne question parce que je me suis posé la question avant. Je pense qu'en fait, le Vendée Globe, c'est le K2 des mers. Alors, tu disais tout à l'heure que le K2, c'était facile. C'est quand même l'une des montagnes les plus complexes en termes d'alpinisme à gravir pour des montagnes avec des cordes fixes. Mais ouais, nom d'usage, on dit à chacun son Everest, c'est un mot que les gens comprennent, que c'est un truc dur. Mais on ferait mieux d'appeler le Vendée Globe le K2 des mers.